Né en 1913 et décédé en 2008, arrive en 1931 de la Martinique, comme boursier dans la classe d'Hippocagne du lycée Louis-le-Grand à Paris. C'est là qu'il rencontre Léopold Sédar Senghor, avec lequel il fonde, en 1934, le journal L'Étudiant noir, l'organe dans lequel apparaît le concept de négritude. La négritude est conçue par ses promoteurs comme une arme contre le colonialisme. Il s'agit, pour eux, de promouvoir une culture d'origine africaine, mais dépassant le seul continent noir, une culture confrontée de la part des colonisateurs, soit à une politique de dévalorisation, soit à une politique d'assimilation, une culture en tout cas niée. La lutte pour la négritude est donc une lutte culturelle avant que d'être politique, et le parcours d'Aimé Césaire le montre bien. En 1947, il crée la revue Présence africaine et publie, en 1948, une anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache que Sartre préfacera, donnant ainsi un nouvel élan au concept culturel de négritude. Mais, revenu en Martinique depuis 1939, Aimé Césaire est élu en 1945, avec le soutien des communistes, maire de Fort-de-France. Il le restera jusqu'en 2001. Il est élu député à la même époque et le restera jusqu'en 1993, comme non inscrit de 1958 à 1978. Il s'éloigne du Parti communiste en 1956, puis comme socialiste de 1978 à 1993. Or, partisan de la départementalisation de la Martinique, le jeune parlementaire s'oppose à ceux qui souhaitent son indépendance. Pour autant, César crée ensuite le Parti progressiste martiniquais qui revendique cette fois l'autonomie d'une île dont il préside pourtant le conseil régional de 1983 à 1986. Volonté de trouver des solutions d'apaisement? Pragmatisme? En tout cas, les revendications politiques exprimées par Aimé Césaire ont pu sembler à certains en deçà de ce que pouvaient laisser entendre ses écrits. C'est que sa révolte reste essentiellement culturelle, mais avec une acception large de la notion de culture et l'idée d'un enracinement nécessaire de l'homme dans sa culture, comme le montre bien ce discours prononcé lors de la première conférence des peuples noirs de la diaspora à Miami. La négritude. Mes chers amis, mesdames, messieurs, vous avez décidé d'inclure dans les travaux de votre congrès ce que vous appelez un hommage à Aimé Césaire. Je ne saurais vous dire combien je me sens confus et, en même temps, combien je vous suis reconnaissant de cet honneur. Je remercie les différents orateurs qui sont intervenus pour toutes les appréciations bienveillantes et amicales qu'ils ont bien voulu porter sur mon travail d'écrivain et, en même temps, d'homme politique. Mais finalement, si j'accepte, et avec reconnaissance, cet hommage, c'est surtout parce que j'ai pensé que cet hommage me dépassait et qu'à travers moi, ceux qui étaient honorés, c'étaient des amis divers, des compagnons de lutte, un pays caribéen aussi, plus encore peut-être, toute une école de pensée militante, toute une école d'écrivains, de poètes, d'essayistes qui, pendant plus de 40 ans, ont pris pour thème de leur réflexion, comme pour thème de leurs travaux, j'oserais même dire pour thème de leur obsession, une réflexion sur le sort de l'homme noir dans le monde moderne, ce qui prouve abondamment la présence parmi nous
de brillants écrivains et par ailleurs afro-américains. Pour en venir au thème même de cette conférence, je ne blesserai personne en vous disant que j'avoue ne pas aimer tous les jours le mot négritude, même si c'est moi, avec la complicité de quelques autres, qui ai contribué à l'inventer et à le lancer. Mais j'ai beau ne pas l'idolâtrer, en vous voyant tous réunis ici et venus de pays si divers, je me confirme qu'il correspond à une évidente réalité et en tout cas à un besoin qu'il faut croire profond. Quelle est-elle, cette réalité? Une réalité ethnique, me dira-t-on. Bien sûr, puisqu'aussi bien le mot « ethnicity » a été prononcé à propos de ce congrès. Mais il ne faut pas que le mot nous égare. En fait, la négritude n'est pas essentiellement de l'ordre du biologique. De toute évidence, par-delà le biologique immédiat, elle fait référence à quelque chose de plus profond, très exactement à une somme d'expériences vécues qui ont fini par définir et caractériser une des formes de l'humaine destinée telle que l'histoire l'a faite. C'est une des formes historiques de la condition faite à l'homme. En effet, il suffit de s'interroger sur le commun dénominateur qui réunit ici à Miami les participants à ce congrès pour s'apercevoir que ce qu'ils ont en commun, c'est non pas forcément une couleur de peau, mais le fait qu'ils se rattachent d'une manière ou d'une autre à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire, des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés et opprimés. Je me souviens encore de mon ahurissement lorsque, pour la première fois au Québec, j'ai vu à une vitrine de librairie un livre dont le titre m'a paru, sur le coup, ahurissant. Le titre, c'était « Nous autres nègres blancs d'Amérique ». Bien entendu, j'ai souri d'exagération, mais je me suis dit « Eh bien, cet auteur, même s'il exagère, a du moins compris la négritude. » Oui, nous constituons bien une communauté, mais une communauté d'un type bien particulier, reconnaissable à ceci qu'elle est, qu'elle a été, en tout cas qu'elle s'est constituée en communauté. D'abord une communauté d'oppression subie, une communauté d'exclusion imposée, une communauté de discrimination profonde. Bien entendu, et c'est à son honneur, en communauté aussi de résistance continue, de lutte opiniâtre pour la liberté et d'indomptable espérance. À vrai dire, c'est tout cela qu'à nos yeux, de jeunes étudiants, l'époque Léopold Senghor, Léon Damas, moi-même plus tard, Alioune Diop et nos compagnons de présence africaine. C'est tout cela que recouvrait et que recouvre aux yeux des survivants du groupe le mot tantôt décrié, tantôt galvaudé, de toute manière un mot d'un emploi et d'un maniement difficile. Le mot négritude. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière avec ces déportations de population, ces transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela, qui a sa cohérence, constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? Les chromosomes importent peu, mais je crois aux archétypes. Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples, et même dans l'inconscient collectif. Je ne crois pas que l'on arrive au monde le cerveau vide, comme on y arrive les mains vides.
Je crois à la vertu plasmatrice des expériences séculaires accumulées et du vœu véhiculé par les cultures. Singulièrement, et soit dit en passant, je n'ai jamais pu me faire à l'idée que des milliers d'hommes africains que la traite négrière transporta jadis aux Amériques ont pu n'avoir eu d'importance que celle que pouvait mesurer leur seule force animale, une force animale analogue et pas forcément supérieure à celle du cheval ou du bœuf, et qui n'ont pas fécondé d'un certain nombre de valeurs essentielles les civilisations naissantes, dont ces sociétés nouvelles étaient en puissance les porteuses. C'est dire que la négritude au premier degré peut se définir d'abord comme prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la négritude n'est pas seulement passive. Elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. Ce n'est ni un pathétisme, ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l'oppression. Elle est combat, c'est-à-dire combat contre l'inégalité. Elle est aussi révolte. Mais alors, me direz-vous, révolte contre quoi? Je n'oublie pas que je suis ici dans un congrès culturel, que c'est ici à Miami que je choisis de le dire. Je crois que l'on peut dire, d'une manière générale, qu'historiquement, la négritude a été une forme de révolte d'abord contre le système mondial de la culture tel qu'il s'était constitué pendant les derniers siècles et qui se caractérise par un certain nombre de préjugés, de présupposés qui aboutissent à une très stricte hiérarchie. Autrement dit, la négritude a été une révolte contre ce que j'appellerais le réductionnisme européen. Je veux parler de ce système de pensée, ou plutôt de l'instinctive tendance d'une civilisation éminente et prestigieuse à abuser de son prestige même pour faire le vide autour d'elle, en ramenant abusivement la notion d'universel, chère à Léopold Sédar Senghor, à ses propres dimensions, autrement dit, à penser l'universel à partir de ses seuls postulats et à travers ses catégories propres. On voit, et on n'a que trop vu les conséquences que cela entraîne, couper l'homme de lui-même, couper l'homme de ses racines, couper l'homme de l'univers, couper l'homme de l'humain, et l'isoler, en définitive, dans un orgueil suicidaire, sinon dans une forme rationnelle et scientifique de la barbarie. Mais, me direz-vous, une révolte qui n'est que révolte ne constitue pas autre chose qu'une impasse historique. Si la négritude n'a pas été une impasse, c'est qu'elle menait autre part. Où nous menait-elle? Elle nous menait à nous-mêmes. Et de fait, c'était, après une longue frustration, c'était la saisie par nous-mêmes de notre passé et, à travers la poésie, à travers l'imaginaire, à travers le roman, à travers les œuvres d'art, la fulguration intermittente de notre possible devenir. Tremblement des concepts, séisme culturel, toutes les métaphores de l'isolement sont ici possibles. Mais l'essentiel est qu'avec elles était commencée une entreprise de réhabilitation de nos valeurs par nous-mêmes, d'approfondissement de notre passé par nous-mêmes, du réenracinement de nous-mêmes dans une histoire, dans une géographie et dans une culture, le tout se traduisant non pas par un passéisme archaïsant, mais par une réactivation du passé en vue de son propre dépassement.
Littérature, dira-t-on? Spéculation intellectuelle? Sans aucun doute. Mais ni la littérature, ni la spéculation intellectuelle ne sont innocentes ou inoffensives. Et de fait, quand je pense aux indépendances africaines des années 1960, quand je pense à cet élan de foi et d'espérance qui a soulevé, à l'époque, tout un continent, c'est vrai, je pense à la négritude, car je pense que la négritude a joué son rôle, et un rôle peut-être capital, puisque cela a été un rôle de ferment ou de catalyseur. Que cette reconquête de l'Afrique elle-même n'ait pas été facile, que l'exercice de cette indépendance nouvelle a comporté bien des avatars et parfois des désillusions, il faudrait une ignorance coupable de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'émergence des nations en Europe même, en plein XIXe siècle, en Europe et ailleurs, pour ne pas comprendre que l'Afrique, elle aussi, devait inévitablement payer son tribut au moment de la grande mutation. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que l'Afrique a tourné la page du colonialisme et qu'en la tournant, elle a contribué à inaugurer une ère nouvelle pour l'humanité tout entière. Quant au phénomène américain, il n'est ni moins extraordinaire ni moins significatif, même si, ici, c'est de colonialisme intérieur qu'il s'agit et de révolution silencieuse. La révolution silencieuse, c'est la meilleure forme de révolution. En effet, quand je vois les formidables progrès accomplis dans la dernière période par nos frères afro-américains, quand je vois le nombre de grandes villes administrées aux États-Unis par des maires qui sont des Noirs, quand je vois partout dans les écoles, dans les universités, le nombre toujours croissant de jeunes noirs et d'hommes noirs, quand je vois cette formidable avancée, pour employer le mot américain, advancement of colored people, je ne peux pas ne pas penser à l'action menée dans ce pays par Martin Luther King Jr., votre héros national auquel, à juste titre, la nation américaine a consacré un jour de commémoration. Mais dans ce congrès culturel, j'ajoute que je pense aussi à d'autres, en particulier à cette pléiade déjà lointaine d'écrivains, d'essayistes, de romanciers, de poètes qui nous ont influencés, Senghor et moi, qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont constitué ce que l'on appelle la Renaissance noire, la Black Renaissance. Des hommes comme Langston Hughes, Claude McKee, Countee Cullen, Sterling Brown, auxquels sont venus s'ajouter des hommes comme Richard Wright, et j'en passe. Car qu'on le sache, ou plutôt qu'on se le rappelle, c'est ici aux États-Unis, parmi vous, qu'est née la négritude. La première négritude, cela a été la négritude américaine. Nous avons envers ces hommes une dette de reconnaissance qu'il faut rappeler et qu'il faut proclamer. Que conclure de tout cela, sinon qu'à tout grand réajustement politique, qu'à tout rééquilibrage d'une société, qu'à tout renouvellement des mœurs, il y a toujours un préalable, qui est le préalable culturel. Mais, me dira-t-on, que devient dans tout cela la fameuse notion d'ethnicity que vous avez mise en bonne place dans l'exposé des motifs de ce congrès sur laquelle vous nous appelez à méditer? Je dirais, pour ma part, que je la remplacerai volontiers par un autre mot qui, lui, est à peu près synonyme, mais dépouillé des connotations forcément désagréables, parce qu'équivoque que le mot ethnicity entretient. Je dirais donc non pas ethnicity,
mais identity, identité, qui désigne bien ce qu'il désigne. Ce qui est fondamental, ce sur quoi tout le reste s'édifie et peut s'édifier. Le noyau dur et irréductible. Ce qui donne à un homme, à une culture, à une civilisation sa tournure propre, son style et son irréductible singularité. Eh bien, nous y voilà ramenés. En effet, et puisque j'ai parlé d'un préalable culturel indispensable à tout réveil politique et social, je dirais que ce préalable culturel lui-même, cette explosion culturelle génératrice du reste, a elle-même un commencement. Elle a son propre préalable, qui n'est pas autre chose que l'explosion d'une identité longuement contrariée, parfois niée, et finalement libérée, et qui, se libérant, s'affirme en vue d'une reconnaissance. C'est tout cela qu'a été la négritude. Recherche de notre identité, affirmation de notre droit à la différence, sommation faite à tous d'une reconnaissance de ce droit et du respect de notre personnalité communautaire. Je sais bien que cette notion d'identité est aujourd'hui contestée ou combattue par certains qui feignent de voir dans notre hantise identitaire une sorte de complaisance à soi-même annihilante et paralysante. Pour ma part, je n'en crois rien. Je pense à une identité non pas archaïsante, dévoreuse de soi-même, mais dévorante du monde, c'est-à-dire faisant main basse sur tout le présent pour mieux réévaluer le passé et, plus encore, pour préparer le futur. Car enfin, comment mesurer le chemin parcouru si on ne sait ni d'où l'on vient, ni où l'on veut aller? Qu'on y pense. Nous avons bataillé durement, Sangor et moi, contre la déculturation et contre l'acculturation. Eh bien, je dis que tourner le dos à l'identité, c'est nous y ramener, et c'est se livrer sans défense à un mot qui a encore sa valeur. C'est se livrer à l'aliénation. On peut renoncer au patrimoine. On peut renoncer à l'héritage, certes, mais a-t-on le droit de renoncer à la lutte? Je vois que certains s'interrogent de temps en temps sur la négritude. Mais en vérité, ce n'est pas la négritude qui fait question aujourd'hui. Ce qui fait question, c'est le racisme. C'est la recrudescence du racisme dans le monde entier. Ce sont les foyers de racisme qui, ça et là, se rallument. Ce sont, en particulier, les grandes flambées d'Afrique du Sud et de l'apartheid. C'est cela qui fait question. C'est cela qui doit nous préoccuper. Alors, est-ce bien le moment, pour nous, de baisser la garde et de nous désarmer nous-mêmes? En fait, le moment actuel est pour nous fort sévère, car à chacun d'entre nous, une question est posée personnellement. Ou bien se débarrasser du passé comme d'un fardeau encombrant et déplaisant, qui ne fait qu'entraver notre évolution, ou bien l'assumer virilement, en faire un point d'appui pour continuer notre marche en avant. Il faut opter. Il faut choisir. C'est ce choix qui fait que ce congrès a un sens. C'est ce choix qui fait que ce congrès prend du sens. Pour nous, le choix est fait. Nous sommes de ceux qui refusent d'oublier. Nous sommes de ceux qui refusent l'amnésie, même comme méthode. Il ne s'agit ni d'intégrisme, ni de fondamentalisme, encore moins de puéril nombrilisme. Nous sommes tout simplement du parti de la dignité, du parti de la fidélité.
Je dirais donc, provignement, oui. Dessouchement, non. Je vois bien que certains, hantés par le noble idéal de l'universel, répugnent à ce qui peut apparaître, sinon comme une prison, un ghetto, du moins comme une limitation. Pour ma part, je n'ai pas cette conception carcérale de l'identité. L'universel, oui. Mais il y a belle lurette que Hegel nous en a montré le chemin. L'universel, bien sûr, mais non pas par négation, mais comme approfondissement de notre propre singularité. Maintenir le cap sur l'identité, je vous en donne l'assurance, ce n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans une sorte de solipsisme communautaire ou dans le ressentiment, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. Cette contribution sur la négritude a été prononcée à l'occasion de la première conférence des peuples noirs de la diaspora à Miami. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours. Une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs? Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens, qu'un noir voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation? Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants.
Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Constitution des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudront sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Et pour cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique, quelle qu'elle soit. Dans ce domaine, la Belgique, qui, comprenant enfin le sens de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié. Et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûre, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain. Voilà, sire, Excellence, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan.
dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'imposition culturelle aux Antilles. Aux Antilles, le jeune noir, qui à l'école ne cesse de répéter « nos pères, les Gaulois », s'identifie à l'explorateur, au civilisateur, au blanc qui apporte la vérité aux sauvages, une vérité toute blanche. Il y a identification, c'est-à-dire que le jeune noir adopte subjectivement une attitude de blanc. Peu à peu, on voit se former et cristalliser chez le jeune antillais une attitude, une habitude de penser et de voir, qui sont essentiellement blanches. Quand, à l'école, il lui arrive de lire des histoires de sauvages, dans des ouvrages blancs, il pense toujours aux Sénégalais. Étant écolier, nous avons pu discuter pendant des heures entières sur les prétendues coutumes des sauvages sénégalais. Il y avait dans nos propos une inconscience pour le moins paradoxale. Mais c'est que l'antillais ne se pense pas noir, il se pense antillais. Le nègre vit en Afrique. Subjectivement, intellectuellement, l'antillais se comporte comme un blanc. Or, c'est un nègre. Cela, il s'en apercevra une fois en Europe, et quand on parlera de nègre il saura qu'il s'agit de lui aussi bien que du Sénégalais. Nous conseillons l'expérience suivante à ceux qui ne seraient pas convaincus, assister à la projection d'un film de Tarzan aux Antilles et en Europe. Aux Antilles,
le jeune noir s'identifie de facto à Tarzan contre les nègres. Dans une salle d'Europe, la chose est beaucoup plus difficile, car l'assistance, qui est blanche, l'apparente automatiquement au sauvage de l'écran. Cette expérience est décisive. Le nègre sent qu'on n'est pas noir impunément. Un documentaire sur l'Afrique, projeté dans une ville française et à Fort-de-France, provoque des réactions analogues. Mieux, nous affirmons que les Bochimans et les Zoulous déclenchent davantage l'hilarité des jeunes Antillais. En France, le noir qui voit ce documentaire est littéralement pétrifié. Là il n'y a plus de fuite, il est à la fois Antillais, Bochiman et Zoulou. Plus spécialement ils s'aperçoivent que la ligne d'haute valorisation qui était là leur doit s'inverser. Nous avons vu en effet que l'Antillais qui vient en France conçoit ce voyage comme la dernière étape de sa personnalité. Littéralement nous pouvons dire sans crainte de nous tromper que l'Antillais qui va en France afin de se persuader de sa blancheur y trouve son véritable visage. D'ailleurs nous conseillons à ceux que ces conclusions intéressent de lire quelques compositions françaises d'enfants antillais de 10 à 14 ans. Au sujet posé, impression avant de partir en vacances, ils répondent comme de véritables petits Parisiens et l'on retrouve les thèmes suivants. J'aime les vacances, car je pourrais courir à travers les champs, respirer un bon air et je reviendrai les jours roses. On voit que nous ne nous trompions guère en laissant entendre qu'il y a de la part de l'Antillais méconnaissance de sa qualité de nègre. Aux Antilles, c'est en termes de blanc que l'on y perçoit son semblable. On dira par exemple d'un tel qu'il est très noir. Il n'y a rien d'étonnant, au sein d'une famille, à entendre la mère déclarer « X est le plus noir de mes enfants », c'est-à-dire le moins blanc. Disons-le encore une fois, c'est en référence à l'essence du blanc que tout Antillais est appelé à être perçu par son congénère. Aux Antilles tout comme en France, on rencontre le même mythe. À Paris on dit « il est noir mais très intelligent ». En Martinique on ne s'exprime pas autrement. Pendant la guerre, des professeurs guadeloupéens venaient à Fort-de-France corriger les épreuves du baccalauréat et, poussés par notre curiosité, nous allions voir, jusque dans l'hôtel où il était descendu, Monsieur B, professeur de philosophie, qui avait la réputation d'être excessivement noir. Comme on dit en Martinique, non sans quelque ironie, il était bleu. Telle famille est très bien vue, ils sont très noirs, mais ils sont tous bien. Quant au père, qui tous les jours à la nuit tombante se promenait sur son balcon, à partir d'un certain moment, disait-on, on ne le voit plus. On racontait que dans une autre famille, à la campagne, lorsque la nuit venue l'électricité parfois manquait, les enfants devaient rire pour qu'on puisse apercevoir de leur présence. Le lundi, très propres dans leur costume de toile blanche, certains fonctionnaires martiniquais ressemblent, selon la symbolique locale, à un pruneau dans un bol de lait. Il s'agit de ne pas sombrer de nouveau dans la négraille, et tout Antillaise s'efforcera, dans ses fleurs tout dans ses liaisons, de choisir le moins noir. Quelquefois elle est obligée, pour excuser un mauvais investissement, de faire appel à des arguments comme le suivant. X est noir, mais la misère est plus noire que lui. Nous connaissons beaucoup de compatriotes, étudiantes en France, qui nous avouent avec candeur, une candeur toute blanche, qu'elles ne sauraient épouser un noir. S'être échappé et y revenir volontairement? Ah non, merci. D'ailleurs, ajoute-t-elle, Ce n'est pas que nous contestions au noir toute valeur, mais vous savez, il vaut mieux être blanc. dernièrement, nous nous entretenions avec l'une d'entre elles. À bout de souffle, elle nous jeta à la face. D'ailleurs, si Césaire revendique tant sa couleur noire, c'est parce qu'il ressent bien une malédiction. Est-ce que les blancs revendiquent la leur? En chacun de nous il y a une potentialité blanche, certains veulent l'ignorer ou plus simplement l'inverse. Pour ma part, pour rien au monde je n'accepterais d'épouser un nègre. De telles attitudes ne sont pas rares, et nous avouons notre inquiétude, car cette jeune Martiniquaise, dans peu d'années, sera licenciée et ira enseigner dans quelque établissement aux Antilles. On devine aisément ce qu'il en adviendra. Nous comprenons maintenant pourquoi le noir ne peut se complaire dans son insularité. Pour lui il n'existe qu'une porte de sortie et elle donne sur le monde blanc. D'où cette préoccupation permanente d'attirer l'attention du blanc, ce souci d'être puissant comme le blanc, cette volonté déterminée d'acquérir les propriétés de revêtement, c'est-à-dire la partie d'être ou d'avoir qui entre dans la constitution d'un moi. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est par l'intérieur que le noir va essayer de rejoindre le sanctuaire blanc. L'attitude renvoie à l'intention. Les nègres sont comparaison. Première vérité. Ils sont comparaison, c'est-à-dire qu'à tout instant ils se préoccuperont d'autovalorisation et d'idéal du moi.
Chaque fois qu'il se trouve en contact avec un autre, il est question de valeur, de mérite. Les Antillais n'ont pas de valeur propre, ils sont toujours tributaires de l'apparition de l'autre. Il est toujours question de moins intelligent que moi, de plus noir que moi, de moins bien que moi. Toute position de soi, tout ancrage de soi entretient des rapports de dépendance avec l'effondrement de l'autre. C'est sur les ruines de l'entourage que je bâtis ma virilité. L'Antillais se caractérise par son désir de dominer l'autre. Sa ligne d'orientation passe par l'autre. Il est toujours question du sujet et l'on ne se préoccupe nullement de l'objet. J'essaie de lire dans les yeux de l'autre l'admiration, et si par malheur l'autre me renvoie une image désagréable, je dévalorise ce miroir. Décidément cet autre est un imbécile. L'autre entre sur la scène pour la meubler. Le héros, c'est moi. Applaudissez ou critiquez, que m'importe, c'est moi le centre. Si l'autre veut m'inquiéter par son désir de valorisation, sa fiction, je l'expulse sans autre forme de procès. Il n'existe plus. Ne me parlez pas de ce type. Je ne veux pas subir le choc de l'objet. Le contact de l'objet est conflictuel. Je suis Narcisse et je veux lire dans les yeux de l'autre une image de moi qui me satisfasse. Il est évident, je ne cesserai de le répéter, que l'effort de désaliénation du docteur en médecine d'origine guadeloupéenne se laisse comprendre à partir de motivations essentiellement différentes de celui du nègre qui travaille à la construction du port d'Abidjan. Pour le premier, l'aliénation est de nature presque intellectuelle. C'est en tant qu'il conçoit la culture européenne comme moyen de se déprendre de sa race, qu'il se pose comme aliéné. Pour le second, c'est en tant que victime d'un régime basé sur l'exploitation d'une certaine race par une autre, sur le mépris d'une certaine humanité par une forme de civilisation tenue pour supérieure. À ce sujet, je formulerai une remarque que j'ai pu retrouver chez beaucoup d'auteurs. L'aliénation intellectuelle est une création de la société bourgeoise, et j'appelle société bourgeoise toute société qui se sclérose dans des formes déterminées, interdisant toute évolution, toute marche, tout progrès, toute découverte. Et je crois qu'un homme qui prend position contre cette mort est en un sens un révolutionnaire. Le noir veut être comme le blanc. Pour le noir, il n'y a qu'un destin. Et il est blanc. Il y a de cela longtemps, le noir a admis la supériorité indiscutable du blanc, et tous ses efforts tendent à réaliser une existence blanche. Nous avons connu, et malheureusement nous connaissons encore, des camarades originaires du Dahomey ou du Congo qui se disent antillais. Nous avons connu et nous connaissons encore des Antillais qui se vexent quand on les soupçonne d'être sénégalais. C'est que l'Antillais est plus évolué que le noir d'Afrique, entendez qu'il est plus près du blanc. Refusant de multiplier les éléments, nous risquons de ne pas délimiter le foyer. Or, il est important de dire au noir que l'attitude de rupture n'a jamais sauvé personne. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci, lorsqu'un Antillais licencié en philosophie déclare ne pas présenter l'agrégation, alléguant sa couleur, je dis que la philosophie n'a jamais sauvé personne. Quand un autre s'acharne à me prouver que les noirs sont aussi intelligents que les blancs, je dis l'intelligence non plus n'a jamais sauvé personne, et cela est vrai, car si c'est au nom de l'intelligence et de la philosophie que l'on proclame l'égalité des hommes, c'est en leur nom aussi qu'on décide leur extermination. Fatima Slaoui, femme de ménage, toujours faible, tuberculose. Mohamed Ben Hassan, garçon de blanchisserie, pas en train, toujours la même toux. Tuberculose. 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 Oui, ainsi chaque année, des milliers d'Algériens sont emportés par le terrible mal. En règle générale, le médecin colonisateur adopte l'attitude de son groupe en face de la lutte du peuple algérien. Derrière le médecin qui pense les plaies de l'humanité, apparaît l'homme, membre d'une société dominante et bénéficiant en Algérie d'un niveau de vie incomparablement plus élevé que celui de son homologue métropolitain. La pratique médicale prend très souvent aux colonies un aspect de piraterie systématisée. Injection d'eau bidistillée, facture et pénicilline ou vitamine B12, radioscopie pulmonaire, séance de radiothérapie visant à stabiliser un cancer, alors que le médecin ne possède aucune installation radiologique. Il suffit au médecin, dans ce dernier cas, de placer le malade derrière un drap. Et au bout de 15 à 20 minutes, de déclarer la séance terminée.
Il arrive même que les médecins des agglomérations rurales se vantent, plusieurs exemples sont connus en Algérie, de pratiquer des radioscopies à l'aide d'un aspirateur. Signalons le cas d'un médecin européen exerçant à Rabelais, région d'Orléansville, qui explique comment il lui arrive, les jours de marché, de faire plus de 30 000 francs par matinée. Je mets 3 seringues d'inégale grosseur remplies de sérum salé et je dis aux malades, quelle piqûre veux-tu? Celle à 500, à 1000 ou à 1500. Presque toujours, ajoute ce médecin, le malade choisit la piqûre la plus chère. De plus, dans les centres de colonisation, le médecin est presque toujours en même temps propriétaire terrien. Il est exceptionnel de voir en Algérie, colonie type de peuplement, un médecin qui ne s'attache pas à l'exploitation agricole, au travail du sol. Soit que la terre lui vienne de sa famille, soit qu'il en ait fait personnellement l'acquisition, le médecin est un colon. La population européenne en Algérie n'a pas encore donné naissance, de façon tranchée, aux différents secteurs de la vie économique. La société coloniale est une société mobile, mal structurée, et les migrés, même techniciens, assument toujours un certain degré de polyvalence. Il y a un industrieux, un défricheur, un aventurier qui sommeille chez tout Européen aux colonies. Il n'y a pas jusqu'aux fonctionnaires mutés pour 2 ans dans un territoire colonial, qui ne se sentent par certains endroits, psychologiquement modifiés. Chaque médecin a ses vignes. Et l'avocat s'occupe de ses rizières avec autant d'acharnement que n'importe quel colon. Le médecin ne se définit pas socialement, par le seul exercice de sa profession. Il est également propriétaire de moulins, de caves, d'orangeries et sa médecine est coquettement présentée par lui comme un simple appoint. Ne dépendant pas exclusivement de sa clientèle, puisant des revenus quelquefois énormes, dans ses propriétés, le médecin a une certaine conception de la morale professionnelle et de la pratique médicale. La morgue colonialiste, le mépris du client, la brutalité haineuse, avec le malade indigent, l'absence de conscience sont plus ou moins contenus dans la formule « je n'attends pas après les clients pour vivre ». Le médecin de Besançon, de Liège ou de Bâle a échappé à la terre et se cantonne dans le secteur économique défini par sa technique. En contact avec une humanité constamment blessée, celle des malades ou des infirmes, le médecin se situe sur un plan de valeur. D'où son appartenance habituelle au Parti démocratique et ses idées anticolonialistes. Aux colonies, le médecin fait corps avec la colonisation, avec la domination, avec l'exploitation. En Algérie, il ne faut donc pas s'étonner que des médecins et des professeurs de faculté soient à la tête des mouvements colonialistes. Le médecin algérien est intéressé, économiquement, au maintien de l'oppression coloniale. Il ne s'agit pas de valeurs ou de principes, mais du niveau de vie incomparablement élevé que lui procure la situation coloniale. C'est ce qui explique que très souvent il se transforme en chef de milice ou en organisateur de raids contre terroristes. Aux colonies, même chez l'intellectuel, il y a en temps normal, c'est-à-dire hors de la guerre de libération, du cow-boy et du défricheur. En période de crise, le cow-boy tire son revolver et ses instruments de torture. On ne s'est jamais bien expliqué dans le monde l'assassinat de certains médecins en Algérie. Dans les guerres les plus cruelles, la tradition veut que le corps médical soit laissé à l'écart. Par exemple, en 1944, libérant un village dans la région de Belfort, il nous est arrivé de laisser une garde à la porte d'une école où des chirurgiens allemands opéraient des blessés. Les hommes politiques algériens n'ignorent pas l'existence des lois de la guerre. Ils savent la complexité du problème et la situation dramatique de la population européenne. Comment s'expliquer dans ces cas les décisions prises d'attenter à la vie d'un médecin? C'est presque toujours parce que le médecin lui-même, par son comportement, a décidé de s'exclure du cercle protecteur que tissaient autour de lui les principes et les valeurs de la profession médicale. Le médecin qui est tué en Algérie, isolément, est toujours un criminel de guerre. Il y a dans une situation coloniale des réalités particulières. Dans une région donnée, le médecin se révèle quelquefois comme le plus sanguinaire et le plus implacable des colonisateurs. Sa qualité de médecin n'est plus perçue. De même qu'il fut médecin, en plus de ses propriétés, de même il sera le tortionnaire accidentellement médecin. Il arrive également aux médecins européens en Algérie de délivrer à l'autorité judiciaire un certificat de mort naturelle pour un Algérien décédé sous la torture. Ou plus simplement, froidement exécuté. De même, il est constant que la défense, ayant demandé une autopsie l'obtienne, mais que les résultats soient négatifs. Sur le plan strictement technique, le médecin européen collabore activement avec les forces coloniales dans ce qu'elles ont de plus épouvantable et de plus dégradant.
Nous voudrions citer ici quelques-unes des pratiques exercées en Algérie par le corps médical européen et qui éclairent certains assassinats de médecins. D'abord, le sérum de vérité. On en connaît le principe, une substance chimique aux propriétés hypnotiques est injectée dans une veine, ce qui provoque, quand l'opération se fait lentement, une certaine perte de contrôle, une pacification de la conscience. Une méthode très dangereuse et qui peut être à l'origine de gros délabrements de la personnalité. Les médecins européens d'Algérie utilisent le sérum de vérité, avec une fréquence hallucinante. Rappelons ici l'expérience de Henri Alleg, rapportée dans la question. D'autres médecins, attachés aux différents centres de torture, interviennent après chaque séance pour remettre en état le torturé et rendre possible de nouvelles séances. Dans cette conjoncture en effet, l'important est que le prisonnier ne fausse pas compagnie à l'équipe chargée de l'interrogatoire, donc reste en vie. Les toniques cardiaques, les vitamines à dose massive, avant, pendant et après les séances, tout est mis en œuvre pour maintenir l'Algérien entre la vie et la mort. 10 fois le médecin intervient, 10 fois il confie de nouveau le prisonnier à la meute de tortionnaires. Enfin, il faut signaler l'habitude prise par certains psychiatres de voler au secours des policiers. C'est ainsi que des psychiatres d'Alger, connus de nombreux prisonniers, ont pratiqué des électrochocs à des inculpés et les ont interrogés à la phase de réveil caractérisée, ici aussi par une certaine confusion, un relâchement des résistances, une disparition des défenses de la personne. Lorsque par hasard ces hommes sont libérés parce que, malgré cette barbarie, le médecin n'a obtenu aucun renseignement, c'est une personnalité en lambeaux qui nous est confiée. Le travail de reconstruction de l'homme est alors extrêmement difficile et c'est l'un des nombreux crimes dont se sera rendu coupable le colonialisme français en Algérie. Un oiseau passe, éclair de plume dans le courrier du crépuscule. Va, vole et dis-leur. Dis-leur que tu viens d'un pays formé dans une poignée de mains. Un pays simple comme bonjour, où les nuits chantent pour conjurer la peur des lendemains. Dis-leur que nous sommes une bouchée répartie sur cette île, comme les 7 couleurs de la semaine, mais que jamais ne vient le dimanche de nous-mêmes. Va, vole et dis-leur. Dis-leur que les marées ouvrent la serrure de nos mémoires, que parfois le passé souffle pour attiser nos flammes. Car un peuple qui oublie ne connaît plus la couleur des jours. Il va comme un aveugle dans la nuit du présent. Dis-leur que nous passons d'île en île sur le pont du soleil, mais qu'il n'y aura jamais assez de lumière pour éclairer nos morts. Dis-leur que nos mots vont de créole en créole sur les épaules de la mer, mais qu'il n'y aura jamais assez de sel pour brûler notre langue. Va, vole et dis-leur. Dis-leur qu'à force d'aimer les hommes, nous avons appris à aimer l'arc-en-ciel. Et surtout dis-leur qu'il nous suffit d'avoir un pays à aimer, qu'il nous suffit d'avoir des contes à raconter pour ne pas avoir peur de la nuit, qu'il nous suffit d'avoir un chant d'oiseaux pour ouvrir nos ailes d'hommes libres. Va, vole et dis-leur.